Déby Itno, désormais maréchal de l'armée, le chef de l'État tchadien a été élevé au grade le plus élevé de la hiérarchie militaire ce 11 août, jour de la fête de l'indépendance du Tchad. En Tunisie, le Premier ministre a promis former un gouvernement de technocrates. Hichem Mechichi rejette ainsi l'appel du mouvement d'inspiration islamiste Ennahda, qui souhaitait plutôt une équipe de politiques. Et puis, au Nigeria, au moins 13 personnes ont été tuées dans le centre du pays. Un litige autour d'une chefferie locale serait à l'origine de ces décès. La police s'est rendue sur les lieux du drame. Voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Idriss Déby accède au grade terminal dans la hiérarchie militaire. Le chef de l'État tchadien est élevé au rang de maréchal de l'armée. La cérémonie de distinction s'est tenue ce 11 août, jour de la célébration du 60e anniversaire de la cession du pays à la souveraineté internationale et nationale. Les détails. C'est un double événement que célèbre ce 11 août le Tchad. Le 60e anniversaire de son indépendance et l'élévation du chef de l'État Idriss Déby au grade de maréchal. Le président tchadien franchit ainsi l'ultime niveau de la hiérarchie militaire. Général de l'armée jusqu'en juin dernier, mois où ce titre honorifique lui a été attribué par l'Assemblée nationale, Idriss Déby Itno est distingué pour le combat qu'il a mené contre le terrorisme. Dernier fait d'armes en date, il s'était rendu dans la région du lac Tchad fin mars pour piloter en personne la riposte de l'armée après une attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre une base tchadienne où près de 100 soldats tchadiens avaient été tués. Mais ce grade de maréchal n'est pas apprécié par tous. Pour l'opposant Saleh Kebzabo, président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, il est inacceptable de tenir cette cérémonie le même jour que la commémoration des 60 ans de l'indépendance du pays. C'est un crime national que de faire coïncider cet événement avec l'anniversaire de notre indépendance, a-t-il précisé. En raison de la crise du coronavirus, les autorités tchadiennes ont décidé de ne pas organiser le traditionnel défilé populaire, mais seulement une prise d'armes symbolique. Le président Déby n'est pas le premier dirigeant africain à être élevé au rang du maréchal. L'ancien président de l'ex-Zaïre, Mobutu Sese Seko, et son homologue de la Centrafrique, Jean Bédel Bokassa, avaient atteint ce rang pour des raisons diverses. Plus récemment, l'un des deux rivaux de la crise libyenne, l'ex-général Khalifa Haftar, a été fait maréchal en 2016. L'ancien président nigérian a rencontré les membres de l'opposition et de la société civile à Bamako, au Mali. Goodluck Jonathan avait, rappelons-le, dirigé la mission de médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, au Mali, pour tenter de résoudre la crise en cours dans le pays. Les manifestations en elles-mêmes ne résolvent pas le problème. C'est les discussions, les négociations qui permettent de résoudre les problèmes. Maintenant que les manifestations nous ont permis de connaître les problèmes, prenons la peine de nous asseoir pour en débattre calmement. Nous sommes d'accord que le délai des chefs d'État est passé, mais certaines choses ont été faites. Il n'est pas facile de faire avancer la société des hommes. Pour que vous réussissiez, il faut que le système judiciaire soit en place. Je crois que la mise en place de la Cour constitutionnelle a pris beaucoup de temps. Nous sommes heureux que cela a pu être mis en place. J'espère que maintenant, les choses vont aller plus rapidement. Au sujet du M5, nous avons pensé à un gouvernement d'union nationale. Nous, la CEDEAO, avons recommandé un ratio de 50-30-20, c'est-à-dire 50 pour le parti au pouvoir, 30 pour l'opposition et 20 de la société civile et des organismes professionnels. Et toujours au chapitre politique, plus de 2 millions de nouveaux électeurs burkinabés se sont inscrits sur les listes électorales entre janvier et juillet, ce qui pourrait donc porter à 7,8 millions le nombre total d'électeurs pour les scrutins législatifs et présidentiels de novembre prochain. Précision.
L'opération de révision des listes électorales menée entre le 4 janvier et le 17 juillet a permis d'enregistrer 2 376 100 nouveaux enrôlés, dont 23 443 à l'étranger, qui pourront participer pour la première fois au vote de la diaspora, a déclaré le président de la commission électorale nationale indépendante CENI, Newton Ahmed Bari, lors d'une conférence de presse. On a un électeur sur 2 enrôlé. C'est la première fois dans l'histoire de la CENI qu'une révision du fichier électoral donne ces chiffres, en plus dans un contexte difficile comme celui-là, marqué par les attaques djihadistes qui touchent le pays depuis 2016, a-t-il indiqué. Sur les 351 communes que compte le pays, seulement 22, réparties dans 8 provinces et 5 régions, n'ont pas été couvertes par l'enrôlement en raison de la menace sécuritaire liée aux attaques djihadistes qui visent le pays depuis 2016, a regretté Bari, précisant que le potentiel électoral attendu dans ces communes était de 166 885 électeurs. Ces chiffres devront être consolidés après les contentieux sur les listes électorales et additionnés aux quelques 5 517 015 électeurs inscrits pour les scrutins de 2015. Candidat à sa propre succession, le président Rochmark Christian Kaboré, investi par son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, devra être opposé à d'anciens camarades comme le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, l'ex-premier ministre cadré Désiré Ouédraogo ou encore Eddy Komboigo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ex-parti de Blaise Compaoré. Le Premier ministre tunisien désigné Hichem Mechichi a indiqué ce lundi que le futur gouvernement tunisien serait donc composé de technocrates. Il rejette ainsi l'appel du mouvement d'inspiration islamiste Ennahda, première force au Parlement qui souhaitait plutôt une équipe de politiques. Selon ma considération, la formule la plus adaptée est que cela soit un gouvernement de compétences complètement indépendant, que ses membres répondent aux conditions de la transparence, de l'intégrité et soient prêts à travailler. Selon Mechichi, les consultations avec les partis politiques vont se poursuivre pour parler des priorités économiques et sociales du prochain gouvernement parce que leur mise en place ne pourrait se faire sans le soutien des partis et du Parlement. Il a également mis en garde contre une crise aiguë en Tunisie dont le produit intérieur brut est en repli de 6,5%, l'endettement représente 86% du PIB et le taux de chômage pourrait dépasser 19% d'ici fin 2020. La nécessité, la responsabilité et le devoir patriotique nous obligent aujourd'hui à la formation d'un gouvernement de concrétisation sociale et économique. Son centre d'intérêt est le citoyen et sa priorité est de lui présenter des solutions urgentes qui ne peuvent pas attendre. Ennahda s'était prononcé plus tôt lundi contre un gouvernement d'indépendants appelant Mechichi à former un cabinet tenant compte des équilibres parlementaires. Ce mouvement, qui compte 54 sièges sur 217 à l'Assemblée, craint d'être écarté du nouveau gouvernement. Mechichi, qui était ministre de l'Intérieur dans le gouvernement sortant d'Eliès Fakfak, s'est entretenu avec d'anciens chefs du gouvernement, d'anciens présidents, mais aussi des leaders syndicaux avant d'aller au palais de Carthage pour rencontrer le président Saïed. Une fois son cabinet formé, il devra obtenir la confiance du Parlement à la majorité absolue d'ici début septembre. Faute de quoi, l'Assemblée sera dissoute et de nouvelles élections législatives auront lieu. Nouveau report au Soudan de l'audience du procès de l'ex-président Omar el-Béchir. L'ancien président et ses 27 co-accusés devront donc attendre une troisième audience en raison d'une requête de la défense. La deuxième audience du procès de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir, destitué en 2019 après des mois de révolte populaire et de 27 autres accusés, a été reportée en raison d'une requête de la défense, a indiqué ce lundi un avocat à l'origine de la procédure. La première audience n'avait duré qu'1 heure car la salle n'avait pu accueillir les 191 avocats de la défense. La cour spéciale formée de 3 juges avait fixé à mardi la prochaine audience. Les 28 accusés doivent répondre du coup d'État qui a porté Omar el-Béchir au pouvoir en 1989, un procès inédit dans le monde arabe. Les avocats de la défense ont effectué une requête devant la cour d'appel pour libérer sous caution 3 accusés
après le refus du tribunal d'accéder à leur demande lors de la première audience du procès le 21 juillet, a indiqué à l'agence France Presse Moaz Alra, un des avocats à l'origine de la procédure contre le dictateur déchu. La cour d'appel doit statuer et ensuite une nouvelle date pour le procès sera fixée, a-t-il précisé. Les accusés concernés sont 3 dirigeants du parti du Congrès populaire de l'islamiste Hassan al-Taroubi, mort en 2016. Ce parti a été fondé en 1999 à la suite de divergences entre Tourabi et Omar el-Béchir. Ce bilan macabre au Nigeria, au moins 13 personnes ont été tuées dans l'est du pays, plus précisément dans l'état de Benue. Les victimes ont été enregistrées à la suite d'un litige autour de la chefferie locale. C'est ce qu'a indiqué ce mardi la police. Une vingtaine d'hommes armés ont fait irruption dans le village en prenant pour cible les membres de la communauté, a expliqué la porte-parole de la police. Les officiers de police déployés sur place ont retrouvé 13 corps sans vie, a-t-elle ajouté. Une enquête a été ouverte sur ces violences qui trouveraient leur origine dans un conflit de chefferie. Une réunion avait été organisée le 25 mai à Edikoué en présence du vice-gouverneur de l'état de Benue pour tenter de trouver une issue pacifique aux querelles qui agitent continuellement la localité, a précisé la porte-parole de la police. Le calme semblait être revenu dans le secteur jusqu'à l'attaque de lundi. Les litiges entourant les droits fonciers, l'accès à l'eau ou aux opportunités politiques sont communs au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 200 millions d'habitants. Les écoliers et les étudiants ont repris en partie le chemin de l'école ce lundi en République démocratique du Congo. La reprise intervient après la fin de l'état d'urgence décrété par le président Félix Tshisekedi. Reportage. La rentrée ne concerne ce lundi que les élèves des dernières années de primaire et de secondaire, ainsi que ceux en 5e année à l'université. Le virus n'a pas disparu, a souligné le président Félix Tshisekedi dans une salle de classe de la télé de la Gombe, un grand établissement public dans le nord de Kinshasa, exhortant les élèves au respect des gestes barrières. Mais les rues de la capitale, comme celles de Kisangani et des autres grandes villes du pays, n'étaient pas envahies d'écoliers en uniforme comme à l'ordinaire. Dans un collège catholique, des dispositifs de lavage des mains étaient installés devant chaque salle. Le port du masque était obligatoire dans les classes pour les enseignants et les élèves. Des vendeurs ambulants de masques se sont d'ailleurs installés à proximité de nombreux établissements scolaires. Les écoles et les universités ont été fermées le 24 mars en République démocratique du Congo sur décision du président Tshisekedi dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété face à l'épidémie de Covid-19. La fin de l'état d'urgence a été annoncée le 21 juillet et la reprise partielle des cours programmée pour ce lundi 10 août. Depuis le début de l'épidémie en mars, 9 489 cas ont été enregistrés, dont 224 décès d'après les chiffres officiels publiés ce lundi. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.